Merry New Year! Bonjour à toutes et à tous et surtout permettez-moi de vous souhaiter une bonne année, que celle-ci soit douce et agréable pour chacun d'entre vous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Pour bien commencer l'année, je reçois Julie, que je ne vous présente plus, et ensemble nous avons décidé de vous parler des nazis et de leur rapport à l'occultisme. Le nazisme pour commencer l'année, c'est peut-être pas le sujet le plus fun, mais vous le verrez, c'est complètement fou et fascinant. Coucou Julie, comment ça va ? Salut Vanessa, écoute, ça va? Il est de bon ton de te souhaiter une excellente année 2022. Exactement, je te souhaite une très très bonne année également. Est-ce qu'elle commence bien pour toi? Bon écoute, oui, ça va, elle commence tranquillement, on va dire. Ouais, t'as passé de bonnes fêtes? Oui, le Noël, fatalement, était l'apothéose de mon année. Oui, c'est ce que tu attends le plus au monde tout au long de l'année. Ça y est, on y était enfin. Alors du coup, tu dois être un petit peu nostalgique. Ça y est, c'est fini? Ouais, c'est ça. Écoute, pour essayer de me remonter le moral, je continue de regarder des films de Noël. Tu sais, tel une irréductible. Pour pas sortir du thème. Et alors du coup, pour se remonter le moral et pour bien commencer l'année, on s'est dit, comme ça, on s'est dit, tiens, si on faisait un podcast sur les nazis, parce que bon, c'est quand même super fun, c'est super pour commencer l'année, les gens vont adorer. Et on était d'accord, on s'est dit, c'est génial. Exactement. Alors, pour recentrer un petit peu le truc, pour expliquer aux gens comment cette idée nous est venue, parce que c'est quand même pas anodin de vouloir parler des nazis et de leur rapport à l'occultisme. En fait, on s'est retrouvés dans plusieurs conversations avec Julie, parce qu'on est vraiment passionnés de paranormal, d'occultisme, tout ça. Et au cours de plusieurs conversations, on s'est rendu compte que souvent, ça nous ramenait aux nazis. Et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on s'est dit mince quand même, c'est pas possible. À chaque fois qu'on veut parler de paranormal, il y a une référence aux nazis. Et on a fait cette enquête. Vous avez probablement, peut-être en tout cas, regardé les vidéos ou écouté le podcast sur Ouska et sur Prague. Où lors de notre enquête à Ouska, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un gros pan de l'histoire qui était par rapport aux nazis qui étaient venus à Ouska, qui avaient installé a priori seulement une bibliothèque de livres cultes, mais qui auraient fait des expériences là-bas. Et là, ça a été le déclic. On s'est dit, c'est pas possible, en fait. Faut vraiment qu'on parle des nazis parce que... Alors, je vais dire tout de suite, parce que vous allez nous entendre utiliser des qualificatifs genre, c'est génial, c'est fascinant, probablement tout au long du podcast. C'est pas qu'on trouve la Seconde Guerre mondiale et tout ce qu'ont fait les nazis fascinant. Attention, faut bien qu'on remette les choses dans leur contexte. Ce qu'on va trouver fascinant, nous, en fait, c'est leur rapport, le rapport qu'ils avaient par rapport à l'occultisme, au surnaturel, qui est complètement fou, vous allez le voir. Donc si vous nous entendez dire c'est génial, c'est incroyable, c'est fascinant, voilà, remettez les choses dans le contexte. On est bien évidemment complètement, comme tout le monde, outré par rapport à ce moment de l'histoire qui est absolument affreux et rien n'est excusable chez les nazis. Mais vous verrez que il y a certaines choses qui ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont franchement été comparées à certains faits occultes et surnaturels et qui sont incroyables. Alors Julie, du coup, je sais pas si tu voudrais déjà nous parler un petit peu de ton rapport par rapport à ça, les nazis, à l'occultisme. Alors, tu sais quoi? Je vais te raconter une anecdote, puisque du coup, quand j'ai, cherché à creuser un peu plus le sujet, j'ai, commandé pas mal de livres et Mmh. quand je les ai reçus à la maison, il m'a été très difficile de les ouvrir, Pourquoi? comme si, tu sais, l'énergie qui Ah, se dégageait des livres était dégueulasse, en fait. je Ça m'a comprends. ça m'a demandé vraiment un effort, surhumain parce qu'effectivement, il y a un espèce Ouais, d'antagonisme à dire que c'est à la fois fascinant ouais. et à la fois, dégueulasse, en fait, tout ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Moi, ce que je trouve fascinant, en fait, c'est, la personnalité, enfin, voilà, au-delà de tout ce qui s'est passé, c'est cette personnalité, de certains, chefs, nazis, comme Hitler, Himmler, et ce qui se dégageait d'eux et du coup, ce qui s'est transformé, vers, une chasse, à l'artefact, occulte, en fait, on va dire. C'est ça, c'est complètement ça. En fait, toi et moi, on avait des bribes d'histoire, en fait. C'est-à-dire que sans se plonger dans nos recherches, on savait déjà des petites choses. Et je pense que ça a apporté tout le monde. Je pense que les gens qui écoutent le podcast, là, savent plus ou moins que Hitler, Himmler avait un attrait pour le culte, en fait. On va vous apprendre des choses, mais il y a des choses que vous savez déjà. Et en fait, c'est en plongeant dans nos recherches qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était bien plus fou que ça.
voire effrayant. Et moi, j'étais un petit peu comme toi, c'est-à-dire que quand j'ai fait mes recherches, moi j'ai fait des recherches du côté des historiens. Eux, en fait, ils sont vraiment sur les faits. Donc, ils vont vraiment raconter ce qui s'est mis en place pendant des années, même avant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y avait aussi tous les faits, vraiment, des horreurs qui ont été faites pendant la guerre. Et tu vois, c'était vraiment graphique et c'était chaud. Moi, il y a des moments où j'avais besoin de faire des pauses pendant les recherches parce que c'est un moment de l'histoire qui est absolument affreux. Enfin, il y a tellement d'atrocités qui ont été faites pendant 6 ans de guerre là que c'était chaud. Et de voir du coup qu'il y avait des références à l'occultisme, au paranormal par rapport à certaines choses justement atroces qui ont été faites, c'était ouais, c'est pas possible, c'est compliqué. Donc je comprends un petit peu ta réaction, Julie, et du coup, quand je vous disais que vous avez probablement entendu des choses par rapport au nazi à l'occultisme, peut-être que comme ça pop pas dans votre tête, mais en fait, si vous réfléchissez un petit peu, vous avez déjà vu des films, c'est quasiment obligatoire, où il y a une référence à des nazis qui recherchent soit des trésors, des artefacts ou des reliques, un petit peu autour de légendes comme ça. Alors, le plus connu d'entre tous, c'est Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue. Je pense que quasiment tout le monde a vu ce film. Et en fait, dans le film, les nazis cherchent l'Arche d'Alliance qui contient les tables de la loi. Les tables de la loi ont été gravées par Dieu pour Moïse. Voilà. Donc, il y a déjà une référence qui est hyper importante. Je pense qui a été assez anodine, je pense, pour les gens, où les gens se sont dit, bon, c'est de la science-fiction, c'est un film. Et en fait, bien sûr que c'est un film Indiana Jones, mais il y avait une petite inspiration qui était assez réelle, puisque c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que dans toutes les choses que les nazis ont fait, on va y revenir après en détail, ils ont, entre autres, cherché énormément d'artefacts très réputés, très légendaires, et il y avait une quête comme ça en permanence. Alors c'est surtout toi, Julie, qui va nous parler de ça, parce que c'était surtout Himmler, de recherche d'artefacts dans le monde entier et de livres. Ça, c'était très important. Il y avait un besoin. De toute façon, en fait, dès le départ, les nazis, leur truc, c'était qu'ils voulaient devenir les maîtres du monde, voire de l'univers. En fait, ils voulaient avoir la main sur tout. Il y avait cette notion de race supérieure. Et eux, en fait, dans la race supérieure qui voulaient créer, ils voulaient qu'il y ait un accès au savoir, au pouvoir magique, à toutes ces choses-là, tout détenir, tout posséder. Et toutes ces choses occultes et surnaturelles en faisaient partie. Dans les autres références pop culture, vous connaissez probablement aussi Captain America. Dans Captain America, il y a des nazis qui recherchent le Tesseract. Il y a aussi un autre film qui s'appelle Hellboy, c'est peut-être un peu moins connu. Et Hellboy, quelle est l'histoire? C'est un démon qui a été appelé par les nazis, et les nazis ont fait des rituels pour faire venir Hellboy, et du coup Hellboy ensuite est sur Terre et s'ensuit ses aventures dans le film. Donc voilà, il y a au moins 3 références extrêmement connues pop culture, et je pense qu'après, la liste est très longue en fait. On peut en trouver dans des BD, dans des films, dans des séries, dans plein de choses. Ça paraît anodin à chaque fois, mais en fait, c'est vraiment tiré plus ou moins de faits réels. Est-ce que toi, tu as des exemples comme ça, Julie? Non, j'avais effectivement beaucoup de Marvel, parce qu'en fait, comme Captain America apparaît aujourd'hui dans beaucoup de Marvel, effectivement, où on parle des artefacts nazis qu'ils cherchaient. Et puis bon, Indiana Jones, parce qu'effectivement, c'est ma culture, donc voilà, je connais bien. Écoute Julie, moi je te propose qu'on parle tout de suite justement de cet aspect de recherche d'artefacts et de reliques, parce qu'en fait c'est l'un des faits les plus fous. Moi, dans ce que j'ai trouvé, c'est que déjà avant même la Seconde Guerre mondiale, il y a un institut qui a été créé le nom est barbare, je m'excuse d'avance parce que la prononciation à mon avis c'est pas du tout ça, mais qui s'appelait a priori Ahnenerbe. C'était un institut de recherche pour étudier les pratiques et les légendes occultes. Ce qui est drôle avec cet institut, c'est qu'en fait, très rapidement, Hitler a réfuté côtoyer cet institut qui était composé de 300 scientifiques, mais on sait à peu près de sources sûres que malgré tout, Hitler est à la tête de cet institut, puisque en 1945, il a été fermé et il y a plus du tout eu d'activité de ce côté-là. Alors, que recherchait exactement cet institut? Il s'intéressait beaucoup au paganisme, aux anciens cultes germaniques, et il recherchait justement des artefacts dans le monde entier. Donc il envoyait vraiment des personnes chercher ces artefacts. Et dans les objets qui étaient recherchés, il y avait par exemple l'épée du roi Arthur, enfin, moi, je trouve ça complètement fou, le Saint Graal et Atlantide.
Voilà, donc on est vraiment sur des artefacts qui font partie de grosses légendes, et il y avait vraiment des gens qui faisaient partie d'un institut et qui allaient chercher ça dans le monde entier, entre autres, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Toi, Julie, je sais que tu as eu accès à d'autres informations. Ouais, alors en fait, au niveau des artefacts, je crois que en fait, c'est compliqué d'être synthétique Ouais. quand on parle de ça, parce qu'en fait, la genèse de tout ça, en fait, même du nazisme, de leurs croyances et tout, elle part de tout un tas de choses, en fait. C'est genre, Ouais. prenez plein de trucs différents, mettez-le dans une boîte, secouez, puis vous avez un peu le début de l'idéologie nazie, quoi. Donc voilà, d'être synthétique et d'être concis, ça va être compliqué, mais on va essayer. Il faut savoir, parce qu'effectivement, tu as parlé de l'épée du roi Arthur. C'est vrai Ouais. que la première idéologie, on va dire nazie et recherche d'artefacts, c'est la quête du Graal. Je crois que c'est ce qui va animer, que ce soit Hitler ou Himmler, tout du long en fait de leur vie, c'est rechercher le Graal. Il y a plein de raisons à ça effectivement, mais une des principales, c'est aussi que ils étaient tous les deux passionnés d'opéra. Je ne sais pas si toi tu le sais, et Non. notamment des opéras de Wagner, et Oui, oui, notamment ça je sais. voilà de l'opéra. Alors je sais pas comment on prononce en allemand là, mais enfin en On va français avoir c'est du mal avec Perceval. les termes. Voilà. En français, c'est Perceval, qui est tiré lui-même du livre Perceval le Gallois de Chrétien de Troyes, qui est le premier livre dans lequel, en France, on parle du Graal. Enfin, le premier livre dans le monde, hein, dans lequel on parle de la quête du Graal. Et c'est ce qui va vraiment les animer, c'est retrouver cette coupe qui, pour eux, donne l'immortalité, en fait. Donc, bon, ça, c'est vraiment tout ce qui va jalonner leur passage. Et un des premiers artefacts qu'Hitler va récupérer, pour le coup, n'a rien à voir avec le Graal, c'est la lance de Longinus. Alors, si vous savez pas ce qu'est la lance de Longinus, c'est la lance qui aurait tué Jésus sur la croix. Et cette lance, elle aurait été détenue par un musée en Autriche. Et en fait, Hitler, quand il était jeune, bien avant tout ça, bien avant la guerre, a visité ce musée, et il était fasciné par cette lance qu'il voulait absolument récupérer. Et s'il était fasciné par cette lance, c'est parce qu'il croyait être la réincarnation. Alors c'est pareil, je suis désolée si je prononce mal, mais il pensait être la réincarnation de Landulf II de Capoue, qui était un tyran sicilien du IXe siècle et qui, soi-disant, avait possédé cette lance. Et lui, en fait, il se sentait appelé pour posséder aussi cette lance. Et effectivement, quand il a annexé l'Autriche, la première chose qu'il a faite, c'est récupérer la lance de Longinus dans le musée et de la faire transporter à Nuremberg, où elle a été détenue jusqu'à la fin de la guerre, quand les Américains ensuite l'ont récupérée et l'ont ramenée en Autriche. Tu vois là, déjà, il y a un fait qui est intéressant par rapport à tout ce que tu dis, qui moi je trouve assez incroyable, parce que en fait, moi par rapport aux recherches que j'ai fait, j'ai concentré mes recherches vraiment un peu plus sur Hitler, et par rapport à des historiens, comme je disais au début, qui étaient vraiment concentrés sur ce qui se passait dans la tête d'Hitler en fait. Et en fait, Hitler, même avant, en fait, au tout début du lancement du nazisme, donc on est avant la Seconde Guerre mondiale, on est dans les années 20. En fait, à l'époque, donc quand il faisait des meetings politiques, il y avait tout un discours sur la mythologie, sur les religions des temps anciens, les dieux païens. Et il y avait beaucoup de références à Baldur. Et en fait, au fur et à mesure du temps, Hitler a eu une sorte de combat contre le christianisme qu'il associait aux juifs. Et en fait, c'est pour ça que je trouve ça assez fou, parce qu'on sait que le Graal, ça forcément, ça appartient au christianisme. La lance que tu nous as dit aussi appartient au christianisme. C'est assez fou en fait qu'ils veuillent. Alors je me demande si c'était pas pour les détruire justement, tu vois, qu'ils veuillent posséder ces objets-là. Bah, la lance, je sais que il voulait la posséder parce qu'en fait, l'histoire qui se rattache derrière cette lance, c'est que elle serait passée notamment, par exemple, entre les mains de Charlemagne, et que tous ceux qui auraient eu cette lance entre les mains connaissaient la victoire. Ouais, donc voilà, là en fait on a un bon exemple que vous allez retrouver tout au long du podcast de ce qui se passe dans la tête d'Hitler, c'est qu'Hitler est beaucoup sur les croyances légendaires. Très étrangement en fait, pour quelqu'un qui était aussi cruel, il est à fond sur tout ce qui est légende, et il y croit dur comme fer. Donc là par exemple quand tu dis
que il pense être la réincarnation d'une personne qui possédait la lance, déjà, on sait qu'il croit à la réincarnation. Il croit à tout ça, en fait. Il est à fond dessus. Complètement, ouais. De toute façon, on peut parler d'autres légendes auxquelles il croit. Et nous, enfin moi, quand je les lis ou quand on me les raconte, je trouve ça. Alors peut-être que c'est avec mon filtre de croyance, mais enfin bon, je trouve ça déjà tellement un peu absurde de pouvoir penser des choses comme ça que je me demande vraiment, effectivement. Je pense qu'il avait un esprit très torturé, ce garçon. Pour en revenir un petit peu aux artefacts, est-ce qu'il y a d'autres objets comme ça assez incroyables sur lesquels ils ont fait main basse? Tous les livres qui traitent d'occultisme. Ouais. Absolument tous les livres. Il faut quand même savoir aujourd'hui, alors même si je sais que ça nous coûte à nous de le dire et que ça va vous coûter à vous de l'entendre, mais la plus grande bibliothèque occulte du monde, elle appartient, ou en tout cas elle appartenait à Himmler. Appartenait. Ouais. Oui, ça fait mal. Voilà. Ça fait mal, mais apparemment, ils avaient vraiment des livres, déjà très rares, et absolument incroyables. Est-ce que tu as des exemples de livres qu'ils pouvaient posséder? Himmler avait la plus grande bibliothèque sur la chasse aux sorcières. Tous les livres occultes de chasse aux sorcières ont appartenu à Himmler. Et alors, est-ce que tu sais pourquoi? Vas-y, dis-le. Parce que moi, je sais, et là aussi, ça va vous faire mal à tous de l'entendre. Et croyez-moi, ça me coûte de le dire. En fait, une ascendante, une ancêtre d'Himmler, a été brûlée vive en tant que sorcière. C'est ce qui a motivé Himmler, d'ailleurs, dans sa... Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais dans sa chasse à l'occultisme, c'est une des raisons qui a motivé Himmler, parce que j'ai quand même essayé de chercher à comprendre un peu sa personnalité et à savoir comment on peut en arriver là, en fait. Mais de la même manière que on pourrait en parler pour les gourous, pour Raël, enfin voilà, pour tout ce genre de personnages. Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui l'a motivé?» Et en fait, dans la biographie d'Himmler, voilà, j'ai appris que donc une de ses ancêtres a été brûlée vive comme sorcière sur le bûcher, et qu'il en a reçu une espèce, de fascination justement pour l'occultisme, et de haine envers justement le christianisme, qui a brûlé toutes les sorcières. Et Exactement. lui, son but, c'était vraiment de restaurer un espèce d'équilibre pour lui, mais alors qui était un équilibre à l'excès, quoi, en fait, malheureusement. Et c'est ça qui a motivé sa quête, en fait. C'est fou, c'est fou. Et alors ça, en effet, moi, je l'avais vu dans mes recherches. Et là où Hitler et Himmler se sont retrouvés sur ce combat-là, en tout cas sur l'importance de posséder ces livres, c'est que une fois de plus, en se mettant un petit peu du côté des sorcières, parce que dans ce combat-là, en fait, ils sont contre ce qui a été fait à l'époque, un petit peu comme nous tous, bien sûr. Et en fait, Hitler, pour lui, ce qui est important, c'est qu'une fois de plus, il combattait le christianisme, puisque tout ça, c'est à l'Inquisition, en fait, la chasse aux sorcières, et qu'il retournait un petit peu vers ses croyances du côté du paganisme, puisque lui, son but ultime, de toute façon, c'était de s'éloigner au maximum, et je pense même, à long terme, d'éradiquer le christianisme. On peut voir que tout ce qui découle enfin, toute la suite des événements découle de ça, quoi. On va rester peut-être un petit peu sur Himmler. Donc, on a compris ses motivations. On a compris, entre autres, que lui, sa quête, c'était d'aller chercher tous les livres et les artefacts. Alors, on sait, entre autres, que Uscar a été justement un des endroits qui a été une bibliothèque incroyable. Enfin, j'aurais voulu voir ça de mes yeux, moi. Mais est-ce qu'on sait s'il y a d'autres lieux comme ça qui ont reçu, caché les artefacts? Ouais, alors, il y en a un autre à Prague. J'en ai trouvé un à À Prague. Prague? Ah Ouais, ouais. qui est tout simplement un entrepôt de la Bibliothèque nationale de Prague, où ils ont trouvé 13 000 ouvrages. La vache. Donc, ils les ont retrouvés parce que... Oui. OK, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Alors, ils les ont retrouvés alors, je crois que c'était en 2016, quelque chose, ou 2017, je sais plus. Enfin, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et OK. en fait, la collection, elle était intacte depuis la fin de la guerre, la fin de la Seconde Guerre. Ils ont retrouvé donc la plus grande documentation, effectivement, sur tous les procès en sorcellerie.
Ils ont Incroyable. retrouvé des livres sur la franc-maçonnerie norvégienne, Ouais, puisqu'effectivement ils les étaient à fond sur nazis, la franc-maçonnerie aussi, voilà, hein. étaient très portés sur la Mmh. franc-maçonnerie. Mmh. Et puis après sur tout un tas de sujets divers et variés, occultes, sur le Les Graal trésors, quoi. effectivement, exactement, ouais, sur le Trésor d'histoire, Graal. c'est ça en fait. Ils essayaient de mettre la main, je pense qu'il y avait ça aussi, ils essayaient de mettre, la main sur tout ce qui avait fait l'histoire de l'humanité. Alors bien sûr, il y avait des combats après personnels, comme on disait tout à l'heure, Hitler, à fond contre le christianisme, tout ça, mais il y avait, on sait aussi qu'ils essayaient de récupérer un tas de tableaux, un tas d'œuvres d'art parce que voilà, c'est ce qu'ils voulaient en fait et ils les cachaient partout. Par contre, on sait aussi, quand la guerre s'est terminée et qu'eux, ont perdu, ils ont essayé de tout détruire, mais absolument tout, dont certaines choses qu'ils avaient réussi à récupérer. Donc là, tu vois que tu me dises qu'il y a des livres qui ont été retrouvés, je trouve ça, c'est là où je vais utiliser le terme génial. Hein, désolé dans son contexte, mais c'est fou en fait, c'est génial. Ouais, et je sais pas si tu sais du coup, mais comme pour en revenir justement à cette quête du Graal, Mmh. Himmler, pareil, c'était tout ça, c'était un peu avant la guerre quand même, parce que tout prend forme quand même avant la guerre. Mmh, c'est ça. Heu et il a monté l'ordre des chevaliers nazis sur le modèle des chevaliers de la table ronde, en fait. Donc C'est il a fou. fait ça au château de, alors je ne sais pas comment on prononce, c'est des W, donc Wewelsburg. Pardonnez mon allemand, hein, vraiment. C'est dans Heu, quel pays? c'est en Allemagne. OK. Voilà. Et il avait créé justement un Sonderkommando qui était chargé de rassembler tous les documents, les livres et les documents papier en lien avec la sorcellerie, l'occultisme, le surnaturel. Quel était son objectif? Être les maîtres du monde, puisqu'on est avant la guerre là. Quels étaient leurs objectifs? Ah, Himmler, son objectif à lui personnellement, c'était d'avoir la vie éternelle. OK. Bon, pas de bol, ça a loupé. Ouais. Tant mieux d'ailleurs. Dieu soit loué pour nous. Hem Et tu vois, dans mes recherches, justement, si lui, sa quête, c'était la vie éternelle, j'ai pas trouvé de lien avec l'alchimie. Je suis assez étonnée d'ailleurs. T'en as trouvé, toi? Non, heu, pas vraiment non plus. J'ai trouvé encore Mmh. plein d'autres liens, mais effectivement, moins sur l'alchimie, hein, enfin en tout cas Himmler, lui, il était vraiment Ce qui est axé, assez étonnant, on est sorcière. d'accord, hein, parce que en Oui, plus, surtout, à l'époque de l'alchimie, c'est vraiment ce qu'on appelait la science du moment. C'est ce qui allait permettre aux gens d'avoir la vie éternelle, tout ça. Donc c'était vraiment vu comme un grand truc. Pour des personnes comme Hitler et Himmler qui sont partis dans tous les sens, putain, ils ont pas du tout touché à l'alchimie. Je trouve ça complètement fou. non, parce que moi j'ai essayé justement de chercher si, on avait trace de recherche de la pierre philosophale. En Mmh. fait, j'ai trouvé des choses, complètement anecdotiques, en fait. Oui, apparemment. Alors, tu as quand même beaucoup de traces de recherche, mais pas d'aboutissement. Ça a C'est jamais ça. été trouvé, c'est ça, en fait. Donc peut-être, en effet, mais tu vois, par exemple, là, tu as donné le nom d'une opération et son but, qui pour moi moi, ça me fait presque rire, en fait. C'est fou. Et il y a une des opérations, qui appartenait à Hitler, qui s'appelait l'opération Loup-garou. Alors ça, je pense que les gens le connaissent par rapport à l'histoire. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, bon, alors opération Loup-garou, c'était quoi? C'était une troupe de personnes qui, a priori, étaient volontaires, qui étaient une groupe de résistance à partir du moment où, en fait, en 1944, les Alliés sont arrivés en France. Et quand, en fait, Hitler, en 1944, a vu que eux, ça commençait à reculer, ça commençait à être chaud, ils ont fait appel à des volontaires qui, a priori, étaient bien sûr officieux, un petit peu plus violent. C'est passé plutôt outre en fait cette opération Loup-garou, mais ce qu'il faut savoir aussi à la base, c'est que dans la tête d'Hitler, lui qui était à fond sur le surnaturel, dans sa tête, c'est que vraiment ce qu'il aurait voulu dans son imaginaire le plus profond, c'est pouvoir avoir des personnes, parce qu'il croyait au loup-garou en fait, il était à fond dans la lycanthropie, et il aurait voulu avoir des gens qui soient vraiment des loups-garous pour pouvoir faire une sorte d'armée de personnes surhumaines, une fois de plus, pour la conquête du monde. Et lui, en fait, il faisait tout le temps des métaphores sur des êtres surnaturels, les loups-garous, les vampires. Alors, je vais expliquer après les vampires parce que c'est pas génial, mais en tout cas, voilà, il y a un aspect très très fort par rapport au loup-garou. Je crois que c'était vraiment son truc préféré. D'ailleurs, l'endroit
où il a résidé les dernières années de sa vie à partir de 41, s'appelait la Tanière du Loup. Elle était en Pologne. On va y revenir après parce qu'il s'est passé des choses importantes à cet endroit. Mais voilà, c'était juste pour dire que dans la tête d'Hitler, en fait, souvent dans les choses qu'il mettait en place, il y avait une imagerie surnaturelle, alors qu'en fait, on était vraiment sur des faits affreux, mais que lui voyait un petit peu comme... Je pense que lui, dans sa tête, il voyait vraiment des loups-garous dans les campagnes de France en train de se battre contre les Américains et les Anglais, tu vois ce que je veux dire? C'est après, quand je vais vous expliquer ce qui se passait aussi quand il était dans la tanière du loup, vous allez comprendre peut-être pourquoi il se passait ça dans sa tête, mais c'est fou en fait. Et on se rend compte qu'à chaque fois, il y a des métaphores sur des actions affreuses qui sont issues de l'imaginaire. Moi, je pense sincèrement, enfin, après avoir fait toutes ces recherches, je pense que Himmler était beaucoup plus dangereux qu'Hitler, dans le Oui, sens où Hitler, lui, il était perché, en fait, le gars. c'est ça. Enfin, C'est ça. voilà. Hitler, il vivait un truc dans sa tête, mais de toute façon, tu sais comme. Alors attention, on va pas non plus dire qu'Hitler c'était le gentil de l'histoire parce que Du c'était tout. une personne affreuse. Hein, on va remettre les choses dans le contexte. C'est juste qu'Himmler, en effet, quand on s'intéresse vraiment à lui, il a vraiment été à la tête de choses affreuses. Bah, je crois que c'est lui d'ailleurs qui a embauché ce fameux médecin Sigmund Rascher. Je pense que tu en as entendu Oui. parler. C'est le diable en personne. C'est celui qui a fait les expériences affreuses à Dachau en l'occurrence, sur des centaines et des centaines de juifs, de gitans, de toutes les personnes qui étaient enfermées et qui, bien sûr, qui n'étaient pas consentants. Et il essayait tout et n'importe quoi. En fait, l'idée, en fait, c'est qu'il ait une maîtrise de la médecine absolue, qui puisse. Alors, c'était bien sûr par rapport à la race supérieure. Donc, lui, son but à Sigmund, c'était de pouvoir sauver les soldats, les Allemands, tout ça, les Ariens de toute façon, et en fait, il testait plein de choses absolument affreuses sur les gens, voilà. Et ça, c'est Himmler c'est pas du tout Hitler qui l'a embauché, Sigmund, c'est Himmler. Ouais, Himmler, pour moi, il avait ce côté en plus sadique qui en fait Ouais. quelqu'un de vraiment dangereux. Et je vais juste rebondir parce que du coup, comme tu parles de race aryenne, et ça fait partie des artefacts et des croyances qu'Himmler, puis bon, tous les nazis recherchaient, mais Ouais. cette recherche justement de la entre guillemets supériorité Mmh. aryenne vient de ce qu'on appelle l'hyperborée. Donc l'hyperborée, c'est le pendant de l'Atlantide, en fait. C'est un continent, alors pour les nazis, hein, encore une fois, c'est un continent disparu, Ouais. qui serait donc plutôt au nord de la planète, hein, bien entendu, au-dessus de l'Allemagne, quoi, vous en doutez. Et en fait, donc les gens, enfin, on va dire les personnes qui auraient vécu dans cette hyperborée, c'était des hommes transparents. Et en fait, ces hommes transparents se seraient accouplés avec des hommes et auraient donné donc naissance à des êtres humains un peu plus opaques, blonds, hein, bien entendu, aux Mais yeux oui. bleus, voilà, Mmh. et qui auraient conservé des facultés supérieures à nous pauvres humains mortels. Mmh. D'où leur recherche de l'être arien supérieur, en fait, Ouais. pour revenir, pour eux, c'était comme un retour aux sources et revenir à cette hyperborée. Et du coup, justement, Sigmund Rascher, dans les expériences qu'il faisait, il y en a une, en l'occurrence, qui était sur les jumeaux, qui... En fait, toutes ces expériences, malheureusement, ont conduit les personnes à la mort. Mais son expérience sur les jumeaux était surtout d'essayer de comprendre comment faire en sorte que toutes les naissances donnent des jumeaux, des triplés ou plus pour pouvoir au maximum reproduire la race aryenne et dans un temps très court en fait. Donc c'est là où on se rend compte en effet exactement ce que tu es en train de dire, c'est que de toute façon, eux, leur but c'était de développer très rapidement cette race supérieure en utilisant des moyens qui étaient horribles. Voilà. Des moyens de merde, je pense qu'on Des peut le dire. moyens de merde affreux, Voilà. ignobles, voilà. Donc en effet, il y avait cette course à la race supérieure entre autres. Tiens, d'ailleurs, donc toujours par rapport, à cette, race supérieure, aryenne Mmh. aussi et à l'hyperborée, on a un autre parallèle, qui est fait avec, l'Edda poétique. Alors, l'Edda poétique, c'est, une suite de poèmes, on va dire, héroïques, norrois, heu, qui, tu sais, aujourd'hui, les gens étudient l'Edda poétique, les runes, voilà, ça fait partie Ouais. effectivement de toute une croyance,
plutôt nordiques, Thor, etc., etc. Ouais. Et donc effectivement, pour eux, l'ancêtre de la race aryenne prenait forme dans l'Edda poétique. C'était Sigurd ou Siegfried, ça dépend. C'était Sigurd en norrois, mais Siegfried en allemand, donc qui était un des héros légendaires de la mythologie nordique et qui était tu sais, le cliché blond. Bûcheron bien charpenté avec des pouvoirs surnaturels et donc qui était vraiment le bon vieux cliché arien Ouais. et il fallait que tout le monde ressemble à Siegfried. Ah Voilà. là, quelle Donc en fait, angoisse. ce qui est fou, je crois, c'est qu'en fait les nazis, ils ont tout sali. Tu vois? Ils ont sali, les sorcières, Ouais, les dats, les ouais. runes, parce qu'ils étaient aussi férus de runes, l'astrologie. En fait, je crois qu'ils ont absolument tout sali, dans cette quête, de l'occultisme, quoi. J'ai un exemple comme ça de choses, horribles, qu'ont pratiquées, les nazis, dans leurs diverses expériences pour atteindre la race aryenne. Il y a quelques années, j'ai été à Auschwitz et notre guide nous expliquait en fait que, à Auschwitz, ils faisaient des expériences. Donc, ils stérilisaient, mais qu'à moitié, en fait, les femmes. Alors, ils leur enlevaient les trompes et les ovaires pour pas elles se reproduisent. Et en fait, elles gardaient l'utérus et ils essayaient de leur injecter des embryons, donc ariens, je sais pas comment dire, de la race supérieure Mmh. dans l'utérus pour voir ce que ça pouvait donner, en fait. Ouais, Hem, bon, bien entendu, je pense que ça va parler à n'importe quelle femme à quel point, ouais. ça peut être, horrible, et à quel point, d'ailleurs, bon, ceux qui sont déjà allés à Auschwitz, vont savoir que l'ambiance là-bas, elle est horrible, elle est pesante, elle est, Ouais, ouais, j'imagine que ça doit être ouais, très, très compliqué. c'est une ambiance de souffrance et de mort, partout Ouais. où on va et ce genre, d'expérience, non seulement, n'a pas lieu d'être, mais enfin, je crois qu'il y a pas de mots pour décrire ça, en fait. Non, mais tout ce qu'ils ont fait, de toute façon, mais tu vois, l'expérience que tu décris, c'est typiquement, une expérience qui a été créée par Sigmund Rascher. C'est une des expériences les plus connues. Elle a été faite dans tous les camps de concentration sur toutes les femmes. Enfin, en tout cas, partout où il y avait des femmes. Et une fois de plus, le but, c'était cette idée de reproduire cette race aryenne au plus vite et en fait ah, j'aime pas, pardon, ça me touche beaucoup, mais j'aime pas parce que ça parle de femmes et puis ça parle de tout ça, c'était vraiment des sales cons de toute façon. Mais c'était simplement de voir les femmes comme des réceptacles en fait, tu vois, c'était même pas des humains, c'était vraiment. Mais après, leur but plus tard, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils auraient fait sur le long terme, pas seulement avec les camps de concentration, ils auraient utilisé les femmes juste pour porter la vie, pour développer la race aryenne et c'est tout en fait. Il y avait aucune considération de la femme, c'est voilà, c'est répugnant. Je pense que de toute façon, on peut dire qu'il y avait aucune considération de l'humain à part eux-mêmes, en fait. Oui, à part à part de cette race supérieure, il y avait aucune considération de la vie, ouais, c'est clair. Bon, justement pour s'éloigner un petit peu de toutes ces atrocités, même si on a besoin de s'en rappeler parce que le travail de mémoire et que voilà, il faut pas qu'on oublie qu'il y a eu des gens, des personnes absolument affreuses, il y a pas si longtemps que ça, qui ont voulu, qui ont fait un génocide atroce. Mais on va essayer d'avancer sur ce podcast dans les croyances d'Hitler. Justement, on va repartir un petit peu sur ses croyances et sur ce qui se passait dans sa tête. Alors, une fois de plus, on est encore bien avant la Seconde Guerre mondiale. Lui et son parti étaient, entre autres, accros à la doctrine de la glace éternelle. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, Julie? Oui. Alors, du coup, je vais expliquer pour les gens qui ne connaissent pas. En fait, cette doctrine de la glace éternelle est à la base issue de Orbigé. Alors une fois de plus, je pense que je le prononce très mal, qui était un ingénieur astronome. Il a commencé à travailler dessus en 1894 et quelques années plus tard, il a commencé à partager cette doctrine qui pour lui serait que la plupart des corps sont constitués de glace, que la Voie lactée est composée de glace, que la pluie et la grêle sont issues des météorites et que la Lune serait complètement faite de glace. Par exemple, dans les choses qu'Orbigé a dit, il a dit entre autres que dans le passé, un petit peu comme ce qui s'est passé pour l'Atlantide, il y avait eu une sorte de déluge immense et que les géants étaient partis se réfugier en haut de la montagne. Et ça, c'est vraiment des choses qu'un ingénieur astronome du début 20e a voulu démontrer. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accroché à sa doctrine, mais Hitler a fait partie des gens qui étaient à fond avec cette doctrine. Donc, c'est pour
expliquer aussi un petit peu ce qui pouvait se passer dans sa tête et ce à quoi il pouvait croire profondément, qui est un petit peu, si je peux le comparer, qui serait aujourd'hui peut-être équivalent à des gens qui pensent qu'aujourd'hui la Terre est plate, tu vois. Et on sait qu'à l'époque, en tout cas, Hitler, a priori, aurait fait partie de sociétés secrètes dans lesquelles il y avait aussi cet astronome Orbigé dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Ça me laisse pantoise. D'ailleurs, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, Ouais. et je crois qu'il y a un point aussi très important qu'il faut qu'on aborde, c'est l'astrologie. Puisque alors Hitler avait son astrologue, et Oui. Himmler ne prenait Himmler, aucune décision stratégique pendant la guerre sans tout à avoir fait. consulté l'astrologue. Ce qui paraît fou quand même. Et en même temps, j'ai envie de te dire, sur le coup, j'ai pensé comme toi. Je me suis dit, mais c'est incroyable, surtout vu les décisions qui ont été prises. C'est ça surtout, c'est les prises de décisions affreuses. Mais en fait, c'est des choses qui se sont toujours faites dans le passé. D'ailleurs, ça se fait toujours aujourd'hui. Il y a beaucoup de présidents qui font appel à des voyants, des astrologues. Ça se sait plus ou moins. On le sait beaucoup pour Mitterrand, par exemple, mais ça se sait plus ou moins. Mais à la base, justement, la divination, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que je parle vraiment des anciens temps, où là où on était encore avec des tribus, des choses comme ça. Il y avait toujours le chaman, ou peu importe comment il était appelé, qui était le conseiller du roi, de la personne qui était en charge du peuple, et qui devait l'aider dans ses décisions, alors souvent de guerre et de choses comme ça. Et là, en fait, on est une fois de plus, c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, sur des sortes de rituels utilisés beaucoup plus dans des temps anciens, parce que c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils faisaient des parallèles vraiment avec des temps qui étaient très très vieux, et ils ont reproduit ça avec des astrologues. Et vraiment, oui, ça aussi, moi, je l'ai vu. Himmler, il prenait zéro décision sans son astrologue. Ouais. D'ailleurs, est-ce que, alors pareil, je continue par rapport à leur astrologue. En fait, donc je fais un parallèle aussi avec Nostradamus, puisque alors je Nostradamus, si tout le monde connaît, donc c'était un astronome de Catherine de Médicis, qui a écrit tout un tas de prophéties. Et dans ces prophéties, il y aurait en tout cas une partie sur la Seconde Guerre mondiale, l'aigle de feu, etc., etc. Alors je connais pas la prophétie par cœur, et Ah puis ouais, je la connais pas. la lire, ça serait, enfin bon, c'est pas très compréhensible dans notre Ouais. français moderne à nous. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Goebbels, qui était un Ouais. des médecins horribles là Ouais. de toute cette clique, s'est rendu en fait lui-même à Munich, où il y a l'édition originale des prophéties de Nostradamus, et il l'a donnée à leur astrologue en fait, pour que l'astrologue puisse l'interpréter en fait, et annoncer ensuite que le Reich pourrait vivre 1000 ans. Tu vois quand même jusqu'où ça va, quoi. C'est des trucs de fou. Et tu vois, c'est là où je me dis quand même, les mecs, ils ont mis tous les moyens de leur côté, on va dire, d'un point de vue paranormal, occulte, surnaturel, pour conquérir le monde. Ils ont échoué. Et c'est là quand même où tu te dis, bon, après on le sait, hein, qu'il y a des mauvais astrologues, il y a des mauvais voyants, tout ça, mais comme quoi ça donne pas réponse à tout. Je dis ça pour les gens qui consultent en permanence des voyants, je pense pas que non plus ça aide à tout. Non, d'ailleurs, juste pour la petite histoire quand même, sachez que, au moment de la défaite, du Troisième Reich, Mmh. le fameux astrologue, a fabriqué, des fausses prophéties, parce que, bah, forcément, ils se trouvaient tous, Mmh. acculés, bah, par la défaite. Il a donc fabriqué des fausses prophéties, et puis, il est mort effectivement lui aussi, en 1945, dans un camp de concentration, et fin de l'histoire, quoi, voilà. Donc l'astrologue a été finalement enfermé dans un En camp de fait, concentration? l'astrologue dont parce que je sais qu'il y a eu plusieurs astrologues, OK. l'astrologue dont je parle, et là vous allez voir l'antagonisme de tout ça, c'est que l'astrologue dont je parle s'appelait Kraft et était donc juif. Mmh. OK. Voilà. Et ça, j'imagine qu'il l'avait caché au départ et ça s'est su, c'est ça? Oui, bah, de toute façon, en fait, il y a je pense que parce que en fait, tout au long de l'histoire, on voit quand même qu'ils se sont servis
de certaines personnes qui étaient de religion juive. Donc je me dis, tu vois, il y a juifs et juifs, quoi. Il y a les juifs qui leur servaient bien, où ils étaient bien contents de les avoir finalement, et puis ceux qu'il Mmh. fallait détruire, éradiquer, 2 poids 2 mesures, tu vois, j'ai l'impression parfois. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, parce qu'on va rester un petit peu dans tout ça, dans les divinations, tout ça, il faut savoir aussi qu'en 1942, Hitler a créé le Pendulum Institute, qui comprenait une dizaine d'occultistes. Et en fait, ces occultistes étaient rassemblés pour chercher les ennemis au moyen de pouvoirs divinatoires, c'est-à-dire avec des pendules, en utilisant la voyance, le troisième œil, des choses comme ça. Et entre autres, en fait, ça arrivé au moment où Mussolini justement a été attrapé. Et voilà, ça fait partie d'une des autres choses qu'ils ont créées et qui est absolument réelle. Et c'est hallucinant en fait de se dire que, bah, en fait, Hitler, il était dans les moyens terriens, c'est-à-dire des militaires, des choses comme ça. Il essayait aussi de construire des machines. Il avait fait appel à des ingénieurs pour construire des machines hyper destructrices, comme il disait. Et entre autres, dans ces machines, il a voulu construire une machine anti-gravité, une machine. Le mec est vraiment, pour moi, en fait, il est vraiment dans les films de science-fiction. C'est un truc de fou. Il a voulu construire une machine qui envoyait des rayons de mort. Donc en fait, tu recevais un rayon, c'est un petit peu le rayon laser, tu recevais des rayons et tu mourais. Et aussi des missiles géants. Tout ça, bien sûr, et heureusement pour nous, a échoué. Je pense que c'était un manque de moyens, en fait. À mon avis, c'était même pas possible ce qu'il voulait faire. Mais tout ça pour dire qu'en fait, Hitler, parfois, il était dans les trucs à la fois très terriens et à la fois, il était complètement perché. C'était ouais, il voulait utiliser des moyens qui n'existent pas, je pense, sur Terre, que nous n'avons pas, peut-être même un savoir que nous n'avons pas, et il partait du coup un petit peu dans le surnaturel, l'occultisme, il se rattachait à ça pour se dire qu'il allait pouvoir gagner, et c'est assez hallucinant de se dire que bah, pour rechercher ses ennemis, en fait, il utilisait une dizaine de mecs avec des pendules, enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, je crois évidemment qu'on peut faire des choses avec des pendules, mais juste, en fait, dans ce contexte-là de Seconde Guerre mondiale, on est en 1942, c'est complètement dingue, en fait. Ouais, ça paraît fou. Je sais aussi qu'il faisait beaucoup de recherches, sur la télépathie, notamment avec Il les était à fond enfants. dessus. Lui, Ouais. pour lui, en fait, moi, ça, c'est les premières infos que j'avais avant de faire mes recherches. Lui, il est vraiment persuadé, et comme moi d'ailleurs, que la télépathie, tous les psys sont réels. Et justement, ça fait partie des choses justement où il y a le moins d'archives et qu'on a le plus de mal à trouver. Mais on le sait quand même un petit peu, c'est qu'il a fait des expériences parce qu'une fois de plus, lui, il voulait créer une super armée en fait, une armée de super humains, et il voulait que les gens soient télépathes, il voulait que les gens puissent bouger les choses à distance. Voilà, ça fait vraiment partie de ses croyances. Ça. Et est-ce que, alors du coup, moi, tout ça, ça m'amène quand même une question. Je suis sûre que je suis pas la seule à me la poser. Peut-être que toi, avec tes recherches, tu vas pouvoir me répondre ou pas. Est-ce J'espère. qu'Hitler était médium? Moi, je pense pas qu'il était médium. C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir entendu ça quelque part, qu'Hitler était médium. Je pense qu'il avait une sensibilité évidente pour tout ça, voire même peut-être plus que sa vie réelle en fait. Tu vois vraiment qu'il vit dans ce monde-là. Il est pas du tout rattaché à la Terre. Euh, pour moi, s'il était médium, il aurait pas fait tout ça parce que de toute façon, c'était voué à l'échec dès le départ, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, en plus, qui a une sensibilité plutôt médiumnique, est-ce que pour toi, Hitler était médium? Bah, c'est une bonne question. Moi, dans les recherches que j'ai effectuées, j'ai trouvé quand même 2-3 petites choses, Ouais. notamment, un de ses amis, qui était, médecin aussi, le docteur, Stein, ouais, je pense qu'on doit prononcer comme ça. Heu et j'ai trouvé des mentions qui disent que, Hitler, entendait des voix, parce que enfin, j'ai retrouvé dans beaucoup de choses qu'on le comparait parfois à Jeanne d'Arc, du coup, parce qu'il entendait À pas Jeanne mal de d'Arc. voix. Pourquoi? Parce qu'il entendait des voix? Ouais, tout à fait. Ah ouais? Maintenant, on le sait aussi, hein, tous qu'entre, parfois la schizophrénie et la médiumnité, il y a qu'un pas, hein. Bah ouais. Hem et Moi, j'ai bien l'impression qu'il était schizo, hein, Hitler. Hein, dans tout ce que j'ai lu, ça t'a pas donné cette impression? Bah, si, d'autant qu'en plus, visiblement, il était aussi, sujet énormément aux maux de tête et aux migraines. Ouais. Donc je sais pas. C'est difficile, hein, évidemment, il y a
une part de moi qui a pas vraiment envie qu'il soit médium parce que bah forcément, tu vois, voilà, c'est un peu compliqué et en même temps, bon, voilà, pourquoi pas. Après, je pense qu'il y a des gens qui, heu, même encore aujourd'hui, qui font très mal usage, voilà, de la médiumnité qu'ils peuvent avoir. Donc, là, ça aurait été poussé à l'extrême. Donc, je pense que ça restera un grand mystère. Je sais pas. Ouais, en tout cas, c'est vrai que les infos sont un petit peu dures à trouver là-dessus. Après, tu vois, comme on le dit souvent, il avait probablement des prédispositions comme beaucoup d'entre nous. Après, est-ce qu'il les utilisait, ou pas? De toute façon, comme on s'est dit, quand on a fait nos recherches, on s'est bien dit que Hitler, en effet, lui, il était perché dans son monde, mais tout ce qui était mis en pratique, c'était beaucoup plus Himmler de toute façon. Mmh. Donc je pense que même si Hitler était médium, je suis pas certaine que c'est une info qu'il aurait partagée à l'époque, parce que de toute façon, lui, son combat, c'était pas ça. C'était pas regardez-moi, je suis médium. C'était beaucoup plus je suis dans ma guerre et donc bon, c'est possible, mais de toute façon, il y a des chances, hein, vu ce à quoi il s'intéresse et ce qu'il met en place. Enfin, moi, je te dis, ce Pendulum Institute, moi, ça me Mmh. c'est complètement incroyable de toute façon quand tu vois ça. Mais alors, on va peut-être faire un petit détour. On va sortir du surnaturel et on va partir vers les drogues. Excusez-moi, alors attention, ne prenez pas de drogue, bien évidemment, mais c'est un point important. En faisant mes recherches, je suis tombée sur des recherches qui sont assez fascinantes sur l'aspect des drogues justement pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout par rapport à Hitler. Comme tu l'as dit très bien, Hitler était sujet à des migraines, des choses comme ça. En fait, Hitler, il était très malade et surtout sur, on va dire, les 4 dernières années de la guerre où il est parti s'enfermer justement dans la tanière aux loups en Pologne. Il était dans un état pitoyable et en fait, il était accompagné en permanence d'un docteur qui s'appelait docteur Morel. Ce docteur, en fait, il tenait un carnet pour tout ce qui prescrivait au quotidien à Hitler, parce que c'était pas genre un médicament, il y avait au moins 80, dans ce qu'il lui injectait, il y avait au moins 80 traitements. Donc c'est assez fou. Après, il y avait des choses qui étaient naturelles, mais dans ce qu'on a su, c'est que déjà, en tout cas, à partir de 41, il y a des psychotropes qui sont donnés à Hitler. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'au début de la guerre, en fait, il y a des injections, des drogues qui ont été données à tous les militaires qui s'appelait de la pervitine, qui se trouvait très très facilement à l'époque et qui a vite été interdit, qui était une sorte de... Alors on appelait bien sûr pas ça drogue à l'époque, on appelait ça plus... ça pourrait être l'équivalent aujourd'hui de la vitamine C. En gros, on le vendait comme ça aux gens en disant, vous allez voir, ça va vous donner confiance, ça va vous tonifier, ça va vous donner de l'assurance. Et en effet, c'est ce qui se passait. Peut-être un peu trop, justement, ce qui expliquerait peut-être un petit peu cette attitude par rapport aux nazis. Alors attention, une fois de plus, on ne veut pas les excuser. C'est juste pour expliquer la réalité de choses qu'on sait maintenant aujourd'hui, c'est que tous les militaires étaient drogués à la pervitine et que possiblement leur attitude peut s'expliquer par rapport à ça, mais pas toujours. Hein. Ça reste quand même des personnes qui étaient cruelles. Là, le seul problème, et comme beaucoup de drogues, c'est que la pervitine, en fait, ça a des effets à long terme et que plus tard, on s'est rendu compte que ça avait des effets secondaires très graves sur les fonctions cérébrales. Donc, ils ont officiellement, puisque ça a été interdit, arrêté de le donner, sauf que ils sont probablement passés sur d'autres choses. En tout cas, de son côté, Hitler prenait beaucoup d'injections par jour. C'était tenu dans le carnet de Dr Morel qui a été retrouvé et dont des personnes ont écrit des livres depuis, ont fait des recherches. Il y avait au moins des psychotropes. En fait, le docteur Morel, il écrivait souvent le détail de ce qu'il lui donnait et il y a une injection en fait où il disait jamais ce que c'était, il disait toujours la même injection, sans décrire. Mais au fur et à mesure des recherches, les historiens se sont rendus compte que c'était des psychotropes. Et en fait, par la suite, en fait, Hitler vraiment, il se mettait dans un état absolu et il a eu les tympans percés. Et à partir de là, en fait, le docteur Morel a prescrit de la cocaïne, en fait, de façon assez quotidienne à Hitler. Là, on est sur la fin, on est plutôt autour de 43-44. Et donc, quand tu prends le recul nécessaire et que déjà par rapport à tout ce qu'on a dit et par rapport à tout ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale et que tu sais que les militaires avaient une sorte de booster comme ça au quotidien pour les rendre forts, pour leur donner confiance, que Hitler lui-même avait probablement pas les idées nettes parce qu'il était sous psychotrope ou sous cocaïne, c'est un peu flippant en fait. C'est un peu flippant de se dire que
toutes les décisions cruelles, immondes qui ont été prises, ça se trouve découlent de ça, découlent de personnes qui étaient droguées, qui étaient malades et qui en plus étaient perchées, tu vois. Là, depuis tout à l'heure, on est en train de débattre en se disant, ça se trouve, il était schizo. Non seulement ça se trouve, il était schizo, mais il était drogué, il était déjà pas net. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est forcément des personnages comme ça, avec quand tu cumules tout ça, ça donne des résultats atroces, quoi. Ouais. Moi, tu vois, j'avais lu, parce que bon, encore aujourd'hui, hein, ce genre de comportement existe, a toujours existé, je pense, et existera toujours puisque, des gourous, il y en a partout. Oui. Mais, j'essaye de comprendre, en fait, cette fascination que peuvent avoir justement les gens pour des personnes comme ça qui font qu'elles les suivraient, jusqu'au bout du monde alors qu'elles ont des idéologies complètement, insensées et perverties. Et tu vois, je lisais même aussi que, bon, Hitler était, enfin, c'était pas ce qu'on appelait un homme très intelligent, quoi, tu vois? Il était même plutôt un peu, bébête. Malheureusement, je vais te dire, je pense comme beaucoup de dirigeants qui souvent sont utilisés comme des pantins et C'est derrière, ça. en fait, tu as les véritables personnes qui sont, eux, acteurs et décisionnaires et qui sont dans l'ombre, en fait. Ils utilisent souvent des personnes, mais c'est vrai que j'avais lu ça aussi, que Mais c'était il était justement ce charismatique. type de personnes qui pouvaient prendre des décisions extrêmes, qui étaient très facilement influençables, et c'est souvent le cas, et que du coup, c'est pour ça qu'on dit depuis tout à l'heure que le véritable diable de l'histoire dans tout ça, c'est C'est surtout Himmler. Himmler. Hein. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, il était, chef, suprême, de la SS et les décisions, passaient effectivement, par Bah, lui. c'était Mais lui et Goebbels, hein, ouais. voilà, lui et Goebbels, mais Hitler, il avait, certainement ce charisme, qui font que, bah, parfois, on suit les gens, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se dégage d'eux, qui fait que, je sais pas, ça doit annihiler, toute pensée, chez les autres. Mais voilà, c'est aussi le principe, des gourous dans une secte, et bon, bref, enfin bon, je pense que de toute façon, je comprendrai jamais, donc voilà. Non, et à la fois, tu vois, c'est là où aussi où on s'est dit: «Mince, comment ça se fait qu'on trouve ça fascinant?» alors que c'est fascinant, tu vois? C'est juste que c'est grave et fascinant. Il y a quelque chose de psychologique, en effet, auprès de ces personnes déjà qui arrivent à rassembler des gens autour d'idéologies parfois dangereuses et stupides. Là, tu as cité Raël, mais il y en a plein d'autres, en fait. Et on se demande vraiment déjà, comment ces personnes cruelles arrivent à faire passer des idéaux au milieu de cruauté, de choses immondes, et comment des gens arrivent à se rallier à ces causes, en fait. Et c'est peut-être là où on va utiliser la phrase bateau de «il faut tout pour faire un monde», et en effet, il y a peut-être des gens qui trouvent que ce sont vraiment des idéaux. À l'époque du nazisme, il y a des gens, à mon avis, et c'est même sûr, on sait qu'il y a des gens qui ont été contraints de suivre Hitler, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi parce qu'ils étaient persuadés de ce qu'il disait, ils étaient persuadés de cette race supérieure, ils étaient persuadés de tout ça. Il avait réussi, alors lui et Himmler, ils sont partis, à embrigader tous ces gens en leur faisant croire, enfin, tu vois, là, quand on fait le détail, on se dit, mais c'est dingue quand même, enfin, comment c'est possible, en fait, que les gens aient suivi ça? Rien ne tient, en fait. Rien ne tient. Il y a pas de fondation. C'est complètement dingue. On dirait que c'est un truc créé par des fous, quoi. Bon, mais je crois que tu as raison, en fait, c'est ça, c'est un truc créé par des fous, pour des fous. Ouais. et et de la même Malheureusement, qui a eu manière, des conséquences extrêmement graves. oui, ben c'est ça, mais comme à chaque fois, de toute façon, il y a forcément. Alors là, c'est, effectivement des conséquences à l'échelle mondiale avec, des millions et des millions de morts, mais de la même manière que comment un seul gars, peut convaincre 50 personnes de se suicider, en même temps, le même jour, tout ça pour atteindre un C'est ordre ça. cosmique, sorti d'on ne sait où, quoi, tu vois? Dernière petite chose, alors je vais revenir sur cette opération loup-garou, qui moi déjà me faisait, enfin, ça m'a fait marrer quand j'ai lu vraiment ce que l'historien disait, en disant que Hitler a créé cette opération loup-garou juste parce que dans sa tête, il imaginait vraiment que c'était des loups-garous. Et je me suis dit déjà à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait un film d'horreur qui se base sur des loups-garous qui sont nazis. Tu sais, un petit peu comme, tu dois Mmh. connaître ce film What We Do in the Shadows, tu connais ou pas? Oui, oui, Et justement, tu sais, à un moment, il y a un des vampires, il a été vampire nazi. Déjà, ça me fait extrêmement oui. rire ce moment-là. Et là, je me suis dit, putain, mais il faut qu'il y ait un film d'horreur sur les nazis loups-garous. Et il existe. Il est sorti en 2017. Alors, si vous voulez regarder un film sur des loups-garous nazis, ça s'appelle Werewolves of the Third Reich. Voilà.
Donc je me suis dit, Magnifique. bon bah voilà, ça a du sens que des films de série B s'intéressent à ça, parce que pour moi c'est ça en fait. Tout ce qui se passait dans la tête d'Hitler, c'est des trucs de série Z en fait, qu'on voit dans les films les plus impossibles en fait, et c'est hallucinant. Et dans le parallèle, justement, parce que pour lui, le loup-garou, c'est la créature de Dieu, mais de son Dieu à lui en fait. C'est une créature noble, c'est une créature qui se bat pour ses convictions. Enfin, c'est un truc, il va très très loin avec le loup-garou. Et pour lui, les loups-garous, c'est les nazis. Alors, je te le donne en mille. L'ennemi du loup-garou, c'est connu d'un point de vue surnaturel, c'est le vampire. Et du coup, c'est là où c'est grave et c'est là où on peut se dire en effet que le mec était pas net de toute façon, c'est que pendant ses discours et même dans son livre Mein Kampf, quand Hitler fait référence aux personnes juives, il parle d'eux comme des vampires. Il les cite, il dit vraiment c'est des vampires, c'est des suceurs de sang. Partout où ils passent, il y a la mort. C'est des vampires, vampires, vampires. Et en fait, c'est là que tu vois que pour lui, le combat, en fait, certainement sous psychotrope, il voyait des vampires et des loups-garous se battre, quoi. Mm. Et bien sûr, pour lui, dans sa tête, c'était les loups-garous qui gagnaient parce qu'ils étaient plus forts et parce que c'était les créatures de Dieu et que c'était juste et que voilà. Mais c'est hallucinant. Enfin, moi, ça me fait halluciner tout ce que j'ai trouvé. Ouais, c'est dingue, on s'en rend pas compte en fait. Et parce que c'est vrai que finalement, quand tu abordes la Seconde Guerre mondiale à l'école, on reste, enfin, on va pas dans la psychologie des personnes. On reste sur effectivement les faits historiques, les Oui, batailles, et cetera, ce qui s'est passé. Mais comment on en est arrivé là, en fait, c'est quelque chose qu'on oublie et qui pourtant est quand même, je pense, relativement intéressant, surtout pour des enfants, enfin des adolescents, quoi, qui sont en construction et peut-être pour éviter justement certains pièges après, type secte, et cetera. Mais je voilà, je me dis comment en fait une poignée de petites personnes qui avaient des croyances et des convictions comme celle-ci ont pu arriver à ouais, perpétrer le plus grand massacre le mondial. chaos. Ouais. Tu vois, il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'étais en train de réfléchir quand tu disais ça, est-ce que ça aurait été intéressant justement, ou est-ce que ça serait intéressant encore aujourd'hui de parler de ça dans des cours d'histoire? Et en même temps, je me dis, quel est le job des profs d'histoire? C'est vraiment de parler de faits. Et là, ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure, alors, c'est des faits sans être des faits, c'est-à-dire que c'est des choses que les historiens, beaucoup de chercheurs ont mis beaucoup de temps à rechercher, mais c'est pas des choses qui sont reconnues aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur beaucoup d'articles de gens qui disaient que ça les agaçait profondément qu'on s'intéresse à cette partie des nazis et de l'occultisme, parce que en fait, pour eux, ça retire la gravité de ce qui s'est passé réellement, juste de personnes qui ont fait un génocide et qui ont créé des atrocités, qui ont tué des milliers et des milliers de gens. Et le fait de faire un petit peu ce qu'on fait là, mais nous on le fait surtout pour expliquer voilà qu'il y a eu des croyances et des choses comme ça et que c'était quand même juste des tarés derrière. En fait les personnes qui sont agacées par ça voudraient qu'on ne fasse plus référence à ça, parce qu'il faut juste garder les faits, il faut juste garder la gravité de ce pan de l'histoire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois et pour autant, les faits découlent de la personnalité de ces gens, en fait. C'est ça aussi, c'est un tout. Ouais, En fait, c'est vrai que je comprends, hein, mais ce là, on qu'ils veulent est dans la dire. psychologie, tu Mais vois. c'est ça. L'histoire, c'est des faits, c'est des dates, c'est des choses comme ça. Mmh. Après, je pense qu'en vérité, ce serait plus dans des cours de psycho que tu t'intéresserais à la. D'ailleurs, je m'adresse aux personnes qui ont fait psycho ou des cours de psycho qui sont psychologues. Est-ce que vous avez déjà eu des cours justement sur des personnalités, ce qui se passait dans leur tête, et peut-être qu'Hitler est une des personnes? Et là, j'imagine que ça doit être fascinant, tu vois. Ouais, comme pour tout ce qui est serial killer, et cetera, quoi. Je pense qu'il y a des mécanismes, Ouais. mais bon, du coup, alors, je comprends, mais en fait, c'est vrai que, enfin, moi, d'un point de vue vraiment tout à fait personnel, je trouve que, les faits, découlent forcément, de décisions et de choses qu'on prend Oui. et tu vois, les 2 sont liés, quoi. Peut-être que, si Hitler avait pas pris, autant de drogue, tu vois, avait pas été, autant, perché, et ben, je sais pas, peut-être qu'on aurait eu autre chose ou peut-être pas, en fait, on n'en sait rien, mais voilà, c'est tout un enchaînement de choses qui Ouais. amènent, jusqu'ici, quoi. Oui, oui, complètement. C'est tout c'est exactement ce que tu dis. C'est tout ça cumulé.
en a découlé malheureusement la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui s'est passé. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de dire que justement, cette fameuse injection magique que prenait tous les jours Hitler, par la suite, en fait, parce qu'apparemment, ça crée vraiment un truc, t'as évidemment Himmler, Mussolini, tout ça qui prenaient la même chose. Donc en fait, c'est là où c'est extrêmement grave, c'est que tu te rends compte qu'après, si tous ces gens-là qui étaient extrêmement tarés prenaient exactement la même composition d'injection de drogue au quotidien, et ces personnes-là, étaient à deux doigts de créer un chaos, la fin du monde, quoi. Ouais. Bon, il est temps que ce podcast se termine. J'ai la tête qui tourne. Je sais pas toi, Julie. Là, moi, déjà les recherches, j'ai trouvé ça très compliqué. Pourtant, moi, la Seconde Guerre mondiale, alors, je vais utiliser une fois de plus le terme de fascination, mais juste parce qu'une fois de plus, sur le plan psychologique et sur le plan guerre, tout simplement, c'est un moment de l'histoire qui m'intéresse. Mais c'est toujours, à chaque fois que je m'y intéresse, ça me bouleverse. Alors, je pense que c'est pareil pour toi. Écoute, oui, on est à quelques centaines de kilomètres de distance, toi et moi, et je pense qu'il règne la même pesanteur là où tu es que là où je suis. Oui. J'espère que pour vous qui avez écouté le podcast, bon, j'imagine que c'était lourd. J'espère quand même que vous avez appris des choses. Le but, c'était pas non plus de vous déprimer ou voilà, mais on est obligé de passer par là. On peut pas parler de ce moment de l'histoire avec légèreté, même si on a abordé des sujets qui sont différents, puisque c'était l'occultisme, le surnaturel associé aux nazis. On est forcément obligé de parler de choses qui sont lourdes. Et voilà, de toute façon, c'est quand on fait référence à des personnes qui sont complètement l'opposé de nous, des personnes cruelles, méchantes et noires, c'est forcément ça nous touche et ça nous bouleverse. Donc on va arrêter là. J'espère que ça vous a plu à tous. On va se faire un petit point, un petit peu sur ce qui se passe actuellement dans nos vies par rapport au podcast, tout ça. Alors déjà, première question, et j'imagine que tu n'as pas changé, Julie, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Sur Instagram, Julie est en toutoune. Oui. Avec les petits tirés à chaque fois. Du bas, voilà, c'est ça. N'hésitez pas à aller suivre Julie parce qu'elle met toujours du contenu hyper intéressant par rapport à ton domaine privilégié qui est la mort, l'approche de la mort, tout ça. Ça, tu l'abordes très bien. Par rapport au podcast, vous pouvez retrouver l'Instagram qui est whoyougonacall-podcast. Et là, en fait, j'image un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Donc là, j'imagine que les prochaines publications vont être un petit peu dark, mais voilà, on est obligé de passer par là. Je vous préviendrai si c'est trop dark avant que vous ouvriez les photos, parce que j'ai pas non plus envie de vous choquer. Si vous voulez me suivre moi personnellement dans ce que je fais, mon Instagram, c'est Vanessa-Paranormal Life. Et après, vous avez un lien Linktree qui vous ramène vers tout ce que je fais, mes autres réseaux. Dans les bonnes nouvelles 2022, puisque c'est vrai que maintenant, on attaque du bon pied. Bon, c'était avec les nazis, mais on sait qu'il y a une belle année qui nous attend. Il y a déjà les nuits Ghost Hunt. Alors, si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, les nuits Ghost Hunt, c'est quoi? Ce sont des soirées que j'organise dans des lieux présumés hantés, en compagnie de spécialistes du paranormal. Alors, c'est souvent River James de la Nuit du Chasseur. Et là, du coup, la petite nouvelle qui rejoint l'équipe à partir de 2022, j'entends ton sourire. Oui, c'est Julie est en toutoune. Oui, je suis trop contente. Oui, ça va être trop bien. Et le premier événement qu'on fait est dans un château en Normandie, c'est fin janvier. Alors c'est complet, donc il y a plus de place. Par contre, il y aura d'autres événements. N'hésitez pas à suivre le site internet ou la page Insta. La page Insta, c'est Nuit Ghost Hunt tout attaché. Et le site internet, c'est lesnuitsghosthunt.com. Et là, en fait, vous verrez les événements. On va un peu teaser là-dessus sans trop en dire, mais on l'avait déjà dit au moment où on avait fait le podcast et les vidéos sur Prague et Ouska. Il y a en effet un séjour en préparation qu'on va vous proposer avec Julie, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, on peut pas aller à Prague sans Julie. Donc, je vais pas vous dire quand, je vais pas vous donner plus de détails parce que ça va arriver courant janvier, début février. Mais on organise quelques jours, Julie, River James et moi, on vous emmène sur nos pas, on va vous emmener découvrir Prague ésotérique, Prague alchimique, et on va vous emmener enquêter quelque part. Voilà, je pense que là aussi, Julie, tu es surexcitée. Ah, mais tellement. Donc, ne dépensez pas tous les sous que vous avez eu à Noël. Gardez-en un peu pour venir avec nous à Prague. Donc voilà, entre autres dans les bonnes nouvelles, il y en aura d'autres qui vont arriver, mais je vous le dirai en temps voulu.
Ce que je voudrais vous dire aussi par rapport au podcast, parce que le podcast pour moi il est très important. Pour toi aussi, Julie, je pense que tu prends un certain plaisir à venir sur le podcast. Tout à fait. Donc pour moi, il est important de le maintenir. Je suis dans une période de ma vie où je suis en train de développer un autre très gros projet qui me prend beaucoup de temps. Il n'est pas question d'arrêter le podcast. Par contre, peut-être que je serai pas, parce que là, je tenais vraiment à mon rythme bimensuel. Je me disais bon, c'est bien. Je vais peut-être pas le tenir aussi bien en 2022. Je préférais juste vous prévenir. Vous attendez pas toutes les 2 semaines à avoir à date fixe un podcast. Je vais faire au mieux parce que comme je vous disais, c'est important pour moi, c'est important pour Julie, c'est important pour beaucoup de monde. Mais ne m'en voulez pas si dans 2 semaines il n'y a pas de podcast. Voilà, je ferai au mieux pour vous retrouver, pour qu'on se retrouve, parce qu'on a encore plein de sujets à aborder. On sait, on a une petite liste de sujets qu'on voudrait faire, hein, Julie. Tout à fait, mais il y aurait tellement de choses à dire sur... Trop de choses à dire, trop de choses à dire. Exactement. On vous remercie en tout cas une fois de plus pour votre fidélité, votre gentillesse, les messages que vous nous envoyez, tout ça, ça nous touche beaucoup. Julie, je te remercie beaucoup d'avoir fait partie de ce podcast et d'avoir fait toutes ces recherches. Tu nous as apporté beaucoup d'informations. Je te retrouve pour le prochain. Évidemment, avec plaisir. Entre-temps, on sait qu'on va se retrouver très très vite parce qu'on part enquêter avec la nuit du chasseur. Oh, c'est trop bien. Donc c'est ça aussi, vous allez retrouver aussi d'ici quelques semaines, moi, une enquête de la nuit du chasseur avec l'équipe de la nuit du chasseur, moi et Julie. Donc ça va être assez fou, vous devriez pas rater ça. C'est clair. Allez, je te fais des bisous ma Julie, on se retrouve bientôt. Bisous à tous et à bientôt, bonne journée. À très bientôt. You see, over the last 2 years, the Nazis have had teams of archaeologists running around the world looking for all kinds of religious artifacts.